Salam alaikum, chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la deuxième série de notre cours. Donc, elle concerne la gestion de processus, le cours que nous avons commencé ce matin. Donc, espérons que ça va marcher, donc que ce que nous avons prévu sera bien. Donc, je vais essayer donc de partager mon écran. Je vous ai envoyé le PDF de la deuxième série. Donc, je vais le partager sur mon écran. On va essayer de répondre petit à petit. Donc, si vous voyez mon écran, donc j'ai partagé le PDF. Est-ce que vous voyez mon écran? J'espère bien. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. D'accord, très bien. On va commencer par le commencement, l'exercice numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que j'avais expliqué ce matin, mais pour fixer les idées, on doit faire cet petit exercice. Donc, l'exercice 1. Dans l'automate qui représente les transitions entre les trois états, ce sont les trois états qui nous intéressent parce qu'on a vu que réellement, au lieu de trois états, il y a 5 états. Création et terminaison qui s'ajoutent aux trois états. Mais ce qui nous intéresse, les trois états essentiels dans lesquels un processus, on va voir qu'il va passer dans la plupart du temps dans ces trois états. Donc, les trois états élus, prêts et bloqués, d'un processus, on ne voit que 4 transitions. La transition entre l'état élu et l'état bloqué, la transition entre l'état élu et l'état prêt, la transition entre l'état prêt et l'état élu et la transition entre l'état bloqué et l'état prêt. La transition bloqué élu n'est pas mentionnée. La transition prêt bloqué n'est pas aussi mentionnée. Donc, la question, donc, on a 4 transitions au lieu de 6. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des transitions manquantes pourrait se produire? Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles la transition à bloqué prêt est possible? Et est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles la transition prêt à bloqué est possible? Je fais un petit schéma. Oui, mais j'attends les réponses des étudiants. Donc, dessiner. Donc, tout d'abord, je change le nom de donc, je renomme par Brahim Access. Donc, maintenant, donc, je vais essayer d'écrire. Donc, ça, c'est l'état élu. Donc, je trace une autre figure, une là, et une autre là. J'ajoute le texte. Donc, on a des c'est prêt. Ici, et ici, c'est un bloc. Donc, on a les transitions. On a cette transition. Je vais la mettre en couleur bleue. Je supprime ça. Je la mets maintenant en couleur bleue. Cette transition. On a cette transition aussi, elle est possible. Cette transition aussi, elle est possible. Cette transition, elle est possible. Et donc, les deux transitions manquantes, c'est ça. Je vais les mettre en
en, en vert. Il manque celle-là. Et il manque celle-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles la transition bloquée élue est possible? Chers étudiants, la transition bloquée élue, est-ce qu'il est possible? Bloqué, il est. Oui, possible. Quand? Les circonstances. Il n'y a pas de processus dans la liste près. Il n'y a pas de processus dans la file d'attente des processus prêts et le processus bloqué, il a terminé ce qu'il a bloqué. D'accord, très bien. Donc, lorsque le processus passe de l'état bloqué à l'état prêt et la file d'attente, donc la file d'attente des processus prêts est vide. Vide. Donc, le processus passe directement de l'état bloqué à l'état élu. D'accord? On va écrire, si vous voulez. La transition bloquée élu. Est possible. Donc, la transition bloquée élue, elle est possible, envisageable. Il est possible. Donc, la transition bloquée, donc, c'est une flèche. On a mis une flèche, d'accord, cette transition. Donc, je vais essayer de la mettre ici, la flèche, la transition. La transition, donc, je sais pas si je peux. Et là, tu es effacé. Donc, la transition, donc, maintenant, vous connaissez de quoi s'agit-il. La transition bloquée vers élu est possible. Elle est envisageable. Entre parenthèses, envisageable. On va expliquer comment. D'accord, point. Supposons qu'un processus soit bloqué. Supposons qu'un processus soit bloqué. Soit bloqué sur une attente d'entrée-sortie. Une attente entrée-sortie. Une attente entrée-sortie soit bloquée, supposons qu'un processus soit bloqué sur une attente entrée-sortie. Et que celle-ci, ça veut dire l'attente, et que celle-ci se termine, donc les données, elles sont là, ce qui bloque est terminé, et que celle-ci se termine, si le processeur est inoccupé. Si le processeur est inoccupé, ça veut dire qu'il n'y a aucun processus sur le processeur et la file d'attente des processus prêts est vide. Si le processeur est inoccupé, virgule, le processus qui a été bloqué, le processus peut passer directement de l'état bloqué à l'état élu. C'est comme si elle va passer de l'état bloqué à l'état prêt et à l'état élu. Elle fait ce chemin d'un seul coup. Parce que normalement, elle doit passer à l'état prêt. Il faut prendre sa place, la file d'attente des processus prêts jusqu'à ce que son tour arrive et le processeur et l'ordonnanceur le choisit. Mais si
processus est en occupé, la file d'attente du processus prêt est vide. Donc, dans ce cas, le processus va faire les deux transitions d'un seul coup. État bloqué, l'état prêt et l'état élu. C'est comme si elle passe directement de l'état bloqué à l'état élu. Donc, ça, c'est la réponse à cette première question. Donc, elle passe de l'état bloqué à l'état élu et la transition. Donc, pour passer directement de l'état bloqué à l'état élu, point. La transition ou bien les transitions bloquées, flèche, prêt, flèche élu est instantanée sans délai. Et instantanée sans délai. Est-ce que vous avez compris? On l'a dit le matin, on le répète pour fixer les idées. Donc, la deuxième transition manquante, c'est bien la transition pré-bloquée. Pour la transition pré-bloquée, est-ce que cette transition est possible? Est-ce qu'il est envisageable? Est-ce qu'il y a des conditions? Donc, je vois des noms. Donc, des noms. Impossible. Impossible. Impossible parce que un processus prêt, c'est un processus qui est toutes les données, tout ce dont a besoin, sauf la ressource processeur. Il n'a besoin que de processeur. Donc, il ne peut pas faire aucun appel, quoi que ce soit qui peut le bloquer. Donc, cette transition est non envisageable, il est impossible. D'accord? On va écrire, si vous avez compris. L'autre transition manquante. L'autre transition manquante est pré-flèche bloquée. Est impossible. Cette transition est impossible. Deux points. On va expliquer pourquoi. Un processus prêt ne peut pas faire d'entrée-sortie ou quelque autre action ou appel système ne peut pas faire d'entrée-sortie ou quelque autre action ou appel système que ce soit susceptible de le bloquer. Seul un processus élu peut se bloquer. Seul un processus prêt peut se bloquer. Rappelez bien qu'à un certain moment, on va essayer de tracer le chronogramme. Donc, dans le chronogramme, on va essayer de tracer l'évolution des processus de le temps. Ça, c'est par exemple le temps. Et bien sûr, pour chaque processus, on va avoir les trois états. Le processus a les trois états. Un processus, il va essayer de passer dans les trois états. Si dans votre réponse, vous avez signalé qu'un processus prêt, donc on va écrire par exemple, donc ça c'est l'état élu. Donc élu, ça doit être en vert. Je veux mettre le verset élu. Je le mets toujours élu. J'espère que l'état prêt, c'est orange. Ah, donc, il met tout en orange. Donc, je vais mettre l'état élu donc, en vert. Je veux mettre l'autre état, donc c'est en l'état prêt. Et l'état bloqué, c'est comme les feux tricolores de passage, bloqué. Donc, les trois états, ils sont comme ça.
Donc, donc voilà les états. La sélection, je sélectionne celui-là. Et donc, donc celui-là, il est là. Non. Donc, voilà les trois états. Un processus, il peut être dans l'état, donc je dessine, il peut être, donc je dessine, ou bien avec les. Elle peut être à un certain moment élue, à un certain moment, elle peut passer à l'état prêt ou bloqué, supposons qu'elle passe à l'état prêt, et après, elle peut passer à l'état élu ou l'état bloqué. Mais si vous mettez qu'il y a la transition prêt-bloqué, donc la transition entre l'état élu et prêt, c'est normal, élu, prêt, c'est normal. La transition prêt, donc la transition prêt-bloqué, c'est normal. La transition, non. Donc, la transition pré-bloquée, ce n'est pas normal. Donc, cette transition ici, donc, je veux la dessiner. Donc, cette transition ici, donc, c'est pas possible. Cette transition que vous avez mise ici, c'est faux. Donc, votre réponse sera injuste. Elle sera fausse. Donc, par contre, donc, un processus qui est dans l'état prêt, elle peut passer à l'état élu dans l'état prêt. Mais cette transition pré-bloquée, c'est pas possible. Donc, sachez bien que vous avez commis une erreur. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Seul un processus élu peut se bloquer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Non. Très bien. Donc, je passe à l'exercice numéro 2. Donc, je retourne vers la série et après, je peux revenir le tableau blanc. Exercice 2. Citez 3 événements qui provoquent l'interruption de l'exécution d'un processus en cours. Elles vont interrompre. On a un processus donc un processus en exécution, ça veut dire elle est dans l'état élu. Donc, qui peut l'interrompre? Oui. Allez-y, qui peut l'interrompre? Manque des entrées-sorties, pas manque des entrées-sorties. Manque de données, ça veut dire il va effectuer les entrées-sorties. Dans le cas, il va passer de l'état élu à l'état bloqué. D'autres situations, très bien. Ça, c'est une Naïmla, donc Amelo, donc c'est très bien. Le temps qui lui a été alloué est fini. Très bien. Donc, dans le temps partagé, lorsqu'on utilise l'ordonnanceur tourniquet ou circulaire, son quantum est terminé. Elle doit passer de l'état élu à l'état prêt. Un autre processus plus prioritaire est dans l'état prêt. Très bien. Il a besoin de quelques ressources, donc il sera bloqué. D'accord. Donc, voilà, vous avez donné des réponses pertinentes. Donc, on va essayer de répondre ensemble. Donc, l'exécution d'un processus peut être interrompue par 2 points. Donc, le processus, ou bien l'exécution d'un processus
L'exécution d'un processus peut être interrompue par 2 points. Le premier tiré, on va parler donc lorsqu'il va passer de l'état élu à l'état près. L'expiration du quantum en mode temps partagé. On spécifie le mode. Donc, l'expiration du quantum en mode temps partagé. Donc, dans ce cas, le processus il va passer de l'état élu à l'état près. D'accord. Un deuxième tiré, le blocage sur l'attente d'une entrée-sortie ou d'une ressource non disponible. Elle se bloque. Le blocage sur l'attente d'une entrée-sortie, elle a besoin de données, ou bien il veut écrire les données parce que les entrées-sorties, il peut écrire comme il peut lire. Le blocage sur l'attente d'une entrée-sortie, l'entrée ou la sortie, l'entrée, clavier, fichier, microphone, carte réseau, la souris ou autre chose. Il a besoin de quelque chose. Écriture sur l'écran, sur la carte réseau, sur l'imprimante, sur le haut-parleur, dans un fichier. Donc, on peut écrire sur différentes périphériques. Ou d'une ressource non disponible. S'il a besoin d'une ressource déjà allouée, il doit se bloquer jusqu'à donc dans ce cas, c'est un blocage. Le troisième tiré, le déroutement suite à un appel système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un processus élu et indirectement, donc il y a par exemple le déroutement parce que la violation de la mémoire, une division par 0, ou bien même une interruption. Une interruption matérielle peut provoquer l'arrêt ou bien l'arrêt spontanément du processus en cours. On a dit que lorsqu'il y a quelque chose donc, de matériel et sans prioritaire par rapport au processus utilisateur, on déroute et on va aller exécuter le code du système d'exploitation qui va répondre à cette requête, à cette interruption. D'accord? Donc ça, c'est un ensemble des événements qui peuvent provoquer donc l'interruption de l'exécution d'un processus en cours. Donc, il y en a plusieurs. Le deuxième rang, la question B. Donc, on peut aussi ajouter pour l'interruption, donc, lorsqu'un processus plus prioritaire, donc un dernier tiré, lorsqu'un processus plus prioritaire, ça peut être un processus système ou bien un processus utilisateur, mais qui a une grande priorité. Lorsqu'un processus plus prioritaire est dans l'état prêt, le processus en cours va être arrêté jusqu'à ce que le processus plus prioritaire se termine. D'accord? Donc, la question B, quel est le rôle de l'ordonnanceur? Oui. L'ordonnanceur gère l'allocation du processeur aux différents processus. Très bien. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Et il s'agit bien sûr de processus bas niveau. D'accord? Mais on a dit qu'il y a un autre ordonnanceur haut niveau qui se charge des va-et-vient. D'accord? On va parler des deux ordonnanceurs. Généralement, lorsqu'on parle de l'ordonnanceur, généralement, lorsqu'on parle de l'ordonnanceur dans les ordinateurs contemporains ou bien actuels, dans les ordinateurs
l'ordonnateur actuel, l'état actuel des choses. Généralement, lorsqu'on parle de l'ordonnanceur dans l'état actuel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a généralement, lorsqu'on parle de l'ordonnanceur dans les ordinateurs actuels, on va écrire comme ça, dans les ordinateurs actuels, il y a deux types d'ordonnanceurs. Il y a deux types d'ordonnanceurs, deux points. Ordonnanceur bas niveau et ordonnanceur haut niveau. Haut niveau, les Français, ils ne prononcent pas le H. Haut niveau. Les Américains, hotel. Hotel. Les Américains, ils prononcent le H. Les Français, non. Un ordonnanceur bas niveau et un ordonnanceur haut niveau. Avec un H. On va expliquer. Point. L'ordonnanceur bas niveau l'ordonnanceur bas niveau s'occupe des processus chargés en mémoire centrale. Elle gère, je vais prendre une phrase du chat, elle gère la location du processeur aux différents processus. Ça, c'est une bonne phrase. Merci, Orho Mohamed. Point. Elle décide quel processus dans l'état est prêt va être exécuté en suivant une politique d'ordonnancement. Elle décide quel processus dans l'état est prêt, qui est dans l'état prêt, c'est avec DONT, dans l'état est prêt, va être exécuté en suivant une politique d'ordonnancement telle que first in, first out, FIFO, virgule, SGF, ou bien le plus court job d'abord, SGF, shortest job first, priorité, tourniquet, etc. Donc, on a vu 4 politiques d'ordonnancement pour les processus qui sont sur la RAM, sur la mémoire centrale. Point. L'ordonnanceur au niveau s'occupe du va-et-vient entre la mémoire centrale et la mémoire d'échange, avec la notion de la mémoire virtuelle. Les processus qui ne peuvent pas être chargés en mémoire centrale, elles vont être sur une partie du disque qui s'appelle la mémoire d'échange. L'ordonnanceur au haut niveau s'occupe du va-et-vient entre la mémoire centrale et la mémoire d'échange. Point. Un processus dont le tour d'exécution est arrivé, un processus dont le tour d'exécution est arrivé, s'il n'est pas en mémoire centrale, doit être migré de la mémoire d'échange vers la mémoire centrale. Je répète, un processus dont le tour d'exécution est arrivé,
S'il n'est pas chargé en mémoire centrale, s'il n'est pas en mémoire centrale, elle doit être migrée de la mémoire d'échange vers la mémoire centrale. Donc, je répète, un processus dont le tour d'exécution est arrivé, virgule, s'il n'est pas en mémoire centrale, elle doit être migrée, la migration de la mémoire d'échange vers la mémoire centrale. Point. S'il n'y a pas de place en mémoire centrale, si la mémoire centrale elle est pleine, un ou plusieurs processus doivent s'il s'agit de plusieurs, doivent être migrés de la mémoire centrale vers la mémoire d'échange. Il faut sortir quelqu'un parce que on a besoin de la place. Donc, on doit faire migrer en plusieurs processus de la mémoire centrale vers la mémoire d'échange pour faire de la place. Ça, c'est un petit peu le rôle de l'ordonnanceur au haut niveau qu'on va essayer de voir avec le va-et-vient et la pagination et la mémoire virtuelle lorsqu'on va parler de la gestion de la mémoire. Donc, l'extension de la mémoire vers l'infini est faite avec la notion de la mémoire virtuelle. Parce que la mémoire centrale, elle est limitée. Et donc, pour donner l'illusion qu'il y a une infinité de mémoire, on utilise cette notion. Et les processus qui ne peuvent pas être chargés, ils sont sur le disque. Le disque, il est d'une grande capacité. Donc, le disque, il a une grande capacité par rapport à la mémoire. Ça, c'est pour cela qu'on utilise une partie du disque pour la mémoire d'échange. Donc, la question, c'est expliquer la différence fondamentale entre un algorithme d'ordonnancement à réquisition, préemptif et sans préemptif, et sans réquisition ou bien non préemptif, lequel fournit la meilleure performance. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la réquisition tout d'abord? Donc, avec réquisition, ça veut dire que il y a donc préemptif pour vous expliquer. Donc, dans le temps partagé, un processus qui est élu, il veut continuer l'exécution. Mais l'ordonnanceur, lorsque le quantum est écoulé, donc elle intervient pour suspendre le processus, pour faire la réquisition du processeur et donc pour l'allouer à un autre. Alors qu'un algorithme d'ordonnancement non préemptif, on intervient, on attend que le processus qui est élu, elle laisse allouer seul le processeur. Donc, c'est ça un petit peu la différence. Donc, lorsque le quantum est terminé, on a la réquisition de processeur. Lorsqu'un processus plus prioritaire, on fait la réquisition. Lorsqu'un processus système va s'exécuter, on fait la réquisition, alors que l'autre, alors que dans l'algorithme sans réquisition, on intervient lorsque le processus se termine. Avec réquisition, lorsque le quantum est terminé, lorsque le processus se bloque, on ne va pas attendre son quantum en réquisition, l'ordonnanceur, le processeur pour le donner un. Donc, voilà, c'est un petit peu la différence. Donc, avec réquisition, l'ordonnanceur intervient, alors que sans réquisition, jusqu'à ce que le processus soit libre. Donc, un algorithme d'ordonnancement à réquisition, ce qu'on appelle préemptif. Parce qu'il y a préemptif, il y a non préemptif. À réquisition, donc on réquisitionne la ressource processeur, intervient pour réquisitionner le processeur dans les cas suivants. L'X du point premier tiré.
l'expiration du quantum en mode temps partagé. Lorsque le quantum est écoulé, on doit réquisitionner l'ordonnanceur préemptif réquisitionne le processeur pour l'allouer à un nouveau processus. S'il n'y a pas d'autres processus, elle peut laisser le même processus continuer. Mais s'il y a d'autres, elle doit le réquisitionner. D'accord? Virgule, un deuxième tiret, le blocage sur l'attente d'une entrée-sortie ou bien d'une ressource non disponible. Lorsque le processus se bloque, l'ordonnanceur préemptif intervient pour allouer le processeur à un autre qui en a besoin. Sauf s'il n'y a pas d'autre qui en a besoin, elle peut laisser le processeur jusqu'à ce que ce qui bloque le processus soit terminé. Lors de directement, un troisième tiré, le directement suite à un appel système. Lorsqu'il y a un appel système, on doit réquisitionner le processeur. On doit aller exécuter le code du système d'exploitation pour répondre à cet appel, à cette requête, soit qu'il s'agisse d'une interruption matérielle, soit qu'il s'agisse d'un directement suite à quelque chose d'invalide, soit qu'il s'agisse seulement d'un appel système. Lorsqu'un processus a besoin, donc on fait le réquisitionnement dans l'état, donc le directement suite à un appel système. Virgule, un quatrième tiré, un processus plus prioritaire est dans l'état prêt. On doit réquisitionner l'ordonnanceur et suspendre le processus qui est élu, et donc il va passer de l'état élu à l'état prêt, et donc pour exécuter celui qui est prioritaire et qui est dans l'état prêt. Et lorsque, bien sûr, le processus se termine, on peut aussi réquisitionner. Donc, imaginez qu'on lui alloue le processeur pour un quantum et il n'a pas besoin de tout le quantum. Lorsqu'il se termine, l'ordonnanceur doit intervenir pour réquisitionner le processeur et l'allouer à quelqu'un d'autre. Donc, point, je retourne à l'ALELI, un algorithme d'ordonnancement sans réquisition, non préemptif. Intervient pour élire un nouveau processus qui est de l'état prêt dans les cas suivants. Dans les cas suivants, deux points, premier tiré. Lorsque le processus se termine, je crois que c'est le seul parce que donc pour les autres donc il faut faire attention lorsqu'on vous donne un algorithme d'ordonnancement, si on veut dire qu'il s'agit de préemptif ou non préemptif. S'il est non préemptif, donc il faut parce qu'on peut avoir un algorithme d'ordonnancement avec priorité, mais il se peut qu'il soit préemptif ou non préemptif. S'il est préemptif, chaque fois qu'un processus qui est dans l'état plus prioritaire, donc on va suspendre le processus qui est prêt. S'il n'est pas préemptif, donc s'il y a un processus qui s'exécute, il doit attendre sa fin. Donc il faut faire attention chaque fois qu'on a un énoncé, est-ce qu'il s'agit d'un processus préemptif ou non préemptif. Donc la suite de la question, c'est lequel fournit les meilleures performances. La réquisition, lorsque
l'ordonnanceur intervient donc pour élire un autre et donc parce que l'allocation de processeur donc elle est gérée par le système d'exploitation par l'ordonnanceur. Lorsque le système d'exploitation intervient pour élire, donc pour suspendre un processus, pour réquisitionner le processeur, on parle de la préemption. Donc, alors la réquisition est la possibilité de retirer à n'importe quel instant le processeur un processus, même s'il est encore d'exécution. Bien sûr, il est en exécution, il veut continuer, mais on l'arrête, on lui dit non, arrête. Donc, il y a, on réquisitionne le processeur pour la donner. Donc, elle va passer de l'état élu à l'état préparation. Le quantum, il est terminé. Donc, on suspend momentanément l'exécution du processus en cours pour élire un autre. Donc ça, c'est avec réquisition. Donc ça peut être aussi parce que le processus il est bloqué, on a dit qu'on réquisitionne par défaut le processeur. Si un appel système est là, donc il faut le traiter, on réquisitionne le processeur pour traiter cet événement qui peut être un appel système, qui peut être une interruption matérielle, qui peut être aussi indirectement. Il faut analyser l'appel système. Donc, on peut réquisitionner le système, réquisitionner le processeur pour traiter la nouvelle situation. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la deuxième partie de la question, lequel fournit la meilleure performance? Et donc, pour vous dire, le préemptif, il est implémenté sur les ordinateurs actuels, donc c'est lui qui donne les meilleures performances. L'ordonnanceur préemptif fournit les meilleures performances que l'ordonnanceur non préemptif. Fournit les meilleures performances, elles sont d'ailleurs implémentées sur les systèmes contemporains, les systèmes actuels. La dernière question de cet exercice, quel sera l'effet sur la performance du système d'un temps de quantum trop long ou trop petit lorsqu'on est en mode temps partagé avec un algorithme d'ordonnancement circulaire tourniquet round robin? Oui, j'attends vos réactions. Le préemptif est le meilleur. Quelles sont les performances du système, quel est l'effet sur la performance du système d'un quantum petit et d'un quantum grand? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réponses? Monsieur? Oui. Si le quantum est trop élevé, alors le temps de la réponse sera aussi élevé. Donc, si le quantum, peut-être non, si on a un seul processus. Donc, lorsque j'ai parlé le matin de ceci, on a parlé des processus interactifs qui font beaucoup d'entrées-sorties. Donc, elle a besoin de données à partir de clavier, à partir de fichiers, ou bien à partir d'un réseau, etc. Les processus, par exemple, imaginez que je lis, par exemple, un fichier audio. J'écoute la musique. J'écoute la musique donc sur mon PC. D'accord? La musique, donc, elle a besoin de faire beaucoup d'accès sur la piste de disque dur ou bien de DVD ou bien de CD. Beaucoup d'entrées-sorties. Imaginez que j'ai un quantum très grand. Et donc, la chanson va être copiée A, O, E, et donc la chanson, on va perdre la notion de la chanson, elle va être copiée en morceaux parce que le quantum qui est alloué à chaque processus
elle va un petit peu faire perdre l'interactivité. Ou bien même un jeu vidéo. Un jeu vidéo, donc si on utilise un grand quantum, donc si le système utilise un grand quantum, on va, les touches ou bien ce qu'on fait, il va être retardé. Il va être retardé. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je partage par exemple mon écran. Donc, j'efface tout le contenu. Donc, imaginez que nous avons, que j'ai un processus P1, un processus et seulement deux processus. Donc, ça, celui-là, c'est pour écouter la musique. Donc, le music player ou bien un logiciel de la musique player. Et ça, c'est un autre processus, par exemple, pour l'édition du fichier. Édition du fichier. Édition du texte. Si je donne, par exemple, un quantum Q est égal à 100 millisecondes. Donc, je donne à P1 100 millisecondes, P2, je retourne à P1, P2, P1, P2 jusqu'à le processus est terminé. Donc, si je lance ce qu'on appelle un track de la musique, donc elle va la découper parce que donc, lorsque le tour de P1, elle va essayer de lire ceci. Puis, il va attendre que le quantum lui revienne pour lire ceci. Puis il va attendre il va attendre, etc. Donc la musique, donc si le quantum il est trop petit, donc voilà, il va faire la commutation rapidement. Donc pour moi, pour nous les humains, la musique, même s'il y a le découpage, donc on a le processeur, il tourne à des grandes vitesses, donc c'est comme si la musique elle est continue. En réalité, elle est par morceau, mais donc les 100 millisecondes, c'est insensible à l'oreille humaine. Imaginez maintenant si le quantum est égal à 1 minute. Juste 1 minute. Ou la gars, 1 seconde. 1 seconde ou là 1 minute. Donc, je donne le premier processus 1 minute, puis je donne à P2 1 minute. Donc, il va lire dans la première minute une partie. Puis, il va attendre. Vous n'avez pas aimé la musique ou bien la vidéo qui se coupe de cette façon. C'est comme si on fait le chargement de la vidéo avec un débit très, très, très bas sur YouTube. Vous voyez, lorsque le débit il est petit, donc la vidéo, elle commence à se lire, donc le video player commence à lire la vidéo, donc parce qu'il va essayer de la charger à partir d'un serveur. Donc ça, c'est un serveur de fichiers, donc par exemple de YouTube, et ça c'est ma machine. Donc ma machine, donc parce que le débit, ça c'est le problème du débit de réseau. Débit de réseau, donc voilà, et l'on voit une requête parce que le débit est très petit, donc voilà, pour avoir les données, pour la lire, donc il faut attendre, et bien sûr, donc vous voyez le signe, il tourne, on attend le chargement. Ça, c'est par le débit. Mais imaginez maintenant que la donnée, elle est là, la donnée, elle est là, on ne va pas aller la chercher sur le débit, mais elle est là, mais le quantum, elle est très élevé, donc il va être coupé par morceau. Donc, pour vous dire, pour fixer les idées, les processus interactifs. C'est un interactif. Il fait beaucoup d'entrées-sorties. Il est à partir de disques. Un jeu vidéo, c'est un jeu interactif. Lorsque je clique sur la souris, je veux que ce que je fais, il se voit sur le jeu. Lorsque par exemple, imaginez que si le quantum, si on saisit quelque chose sur le clavier, il va prendre 1 minute pour l'avoir. Ce n'est pas bon. Donc, les processus interactifs, ils ont besoin d'un petit quantum. C'est ce que nous avons dit ce matin. Alors que les processus, par exemple, pour faire le calcul, pour faire l'exécution, donc pour le calcul scientifique, ils ont besoin d'un grand quantum. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il faut retenir de ceci. D'accord? On va lire. Je vais vous répondre. Donc, les processus interactifs.
les processus interactifs tels que les jeux vidéo, ont besoin d'un petit quantum ont besoin d'un petit quantum pour réagir rapidement aux actions des utilisateurs. Point. Les gros processus. On va donner des exemples tels que le calcul scientifique, la météorologie, les calculs en chimie, en biologie, en physique, en modélisation mathématique, en traitement d'images, le calcul scientifique ont besoin. Je me rappelle, pour vous dire je me rappelle lorsque je faisais ma thèse à Fès, je lance mes calculs sur la machine le soir et le matin, il y a du matin, lorsque je retourne, le calcul n'est pas encore terminé. On travaillait sur les Pentium 1, les Pentium 2. Maintenant, on a les i7, i5, i6. À l'époque, on lance le calcul, on doit attendre. Donc, les grands processus tels que le calcul scientifique ont besoin d'un grand quantum pour pouvoir avancer dans leur traitement. J'ai encore des souvenirs là-dedans. J'étais à Bordeaux pendant 3 ans, de 2001 à 2004. On lançait des calculs. On traitait sur les images, sur le traitement des images sismiques. Donc, elle travaille sur les images sismiques pour la prospection pétrolière. Elle cherche le pétrole à partir des images. Donc, elle cherche les zones qui peuvent piéger le pétrole. Donc, c'est un laboratoire à l'INSERB, l'École nationale supérieure d'informatique et de radio-télécommunication de Bordeaux. Donc, on travaillait dans un laboratoire, dans une équipe de recherche. Et je me rappelle, il y a des fois, on partage le même calcul parce que les données 3D, les blocs de données 3D, on donne à chacun des machines un bout de bloc de données 3D. Et à la fin, on doit rassembler les résultats. Et on lance pour 10 heures et 10 heures le calcul. Donc, ce qu'il faut retenir, donc ça, ce sont des exemples petits, mais imaginez que le calcul de la météorologie, donc tout ce qui est calcul scientifique de grande taille, elles ont besoin d'un grand quantum pour pouvoir avancer dans leur traitement. Donc, c'est un petit peu ceci termine le deuxième exercice. Maintenant, on va essayer d'attaquer l'ordonnancement des processus. Donc, c'est ça, on va commencer à l'exercice numéro 3. S'il n'y a pas d'autres questions, donc s'il y a des questions, je suis là pour... Donc, ça dépend du processus. Ils ont besoin d'un temps plus grand ou plus petit. Donc, bien sûr, il y a des processus interactifs. Plus elles ont besoin d'un petit quantum, mais il ne faut pas qu'il soit encore beaucoup plus petit. Les commutations, comité, il ne va rien faire. Donc, par contre, les processus grands pour les calculs scientifiques, donc on a dit qu'elles font un grand quantum. L'exercice 3.
Donc, nous sommes sur l'exercice. Est-ce que vous voyez mon écran ou là, tu vois l'écran blanc? Est-ce que vous voyez l'exercice 3? Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord, je vais le repartager. Et maintenant? Oui. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on considère 5 processus P1, P2, P3, P4 et P5, dont les caractéristiques sont résumées. Les caractéristiques du chaîne des processus sont résumées dans le tableau suivant. Un petit numéro de priorité, par exemple, ça c'est la priorité 2, 4, 3. Un petit indique une priorité forte. C'est une convention que nous avons prise dans cet exercice. Il faut faire attention. Ce n'est pas toujours une priorité, un numéro de priorité plus grand, ça veut dire que la priorité. Maintenant, on a pris par donc ça, c'est un message pour dire qu'il faut lire les pensées jusqu'au bout. Un petit numéro de priorité, par exemple, ça indique une priorité forte. Ça veut dire que P5 est le plus prioritaire, suivi de P1, suivi de P3, suivi de P2 et le moins prioritaire, c'est P4. D'accord? Donc, on a dans cet exercice 5 processus P1, P2, P3, P4, P5. L'ordre d'arrivée, le premier à arriver est P1, suivi de P2, suivi de P3, suivi de P4, suivi de P5. Même si elle arrive en même temps, je ne sais pas, l'exercice m'indique que celui qui arrive le premier, c'est P1, P2, P3, P4, P5. D'accord? Le temps d'exécution. P1, il a besoin de 2 unités. 2 unités en temps d'unité, ça peut être les secondes, les millisecondes, 2 unités, ton processeur pour s'exécuter. Il a besoin de 2 unités. Le processus P2, il a besoin de 6 unités. Le processus P3, il a besoin de 10 unités. Le processus P4, il a besoin de 4 unités. Et le processus P5, 2 unités. La priorité, on a dit que c'est P5. Et donc, pour chacune des politiques d'ordonnancement suivantes, A, premier arrivé, premier servi, B, le plus court d'abord, C, avec priorité, donc dans chaque cas, le D, c'est tourniquet avec un quantum de temps égal à 2. Donner l'ordre de service des processus et le temps de réponse moyen obtenu. C'est l'ordre pour chaque politique d'ordonnancement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Donc, est-ce que vous avez compris l'énoncé? Parce que pour répondre, la moitié de la réponse, c'est de comprendre de quoi s'agit-il. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est un exemple très simple. 5 processus, chacun avec l'ordre d'arrivée, chacun avec le temps d'exécution qu'il faut passer sur le processeur. Elle doit s'exécuter. Dans la suite, on va compliquer, par exemple la situation avec le temps d'exécution sur le processeur et le temps des entrées-sorties. Il va faire des entrées-sorties avec des périphériques. Et bien sûr, la priorité, donc, il est donné ici. On va essayer de répondre si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien je vous laisse réfléchir un petit peu? Et donc, je veux essayer de partager mon écran blanc. J'efface ceci. Elle est là. Donc, ça, c'est donc, je vais mettre, par exemple, le premier, c'était premier arrivé, premier servi. Donc, ordre de service des processus et le temps moyen de réponse.
Donc, l'ordre de service avec un grand L, de service. Donc, je veux commencer par le premier. Donc, A, ordonnancement. Ordonnancement, first in, first out. Premier arrivé, premier servi. Donc, je vais essayer de tracer. Donc, ça, c'est un petit peu le temps. Le temps, le T. Et donc, ici, je veux essayer de... Donc, le premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce qu'il nous dit, le premier arrivé? C'est le P1. L'ordonnanceur, donc c'est comme le traitement par l'eau, il va s'exécuter jusqu'à ce qu'il se termine. Donc, on aura 2. Je vais écrire donc ici avec donc le processus P1. Donc, c'est le processus P1. Elle s'exécute de 0 jusqu'à 2. Puis, on aura le suivant, c'est P2, 6. Donc, de 2 jusqu'à 8. Donc, supposons que c'est 8 à 4, à 5, à 6 plutôt, à 8. L'autre, c'est le P3, elle a besoin de 10. 10, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, jusqu'à 18. L'autre, le P4, il a besoin de 4. 20, 22. Donc, ça, c'est 2 unités. Donc, je l'avais partagé en 2 unités. Et puis, enfin, 12. Le dernier, c'est 12. 24, 26, 28, 30, 32, 34. Donc, c'est 12. J'ai aussi donc et c'est donc P2. On a call le P2. Ici, c'est P3. Ici, c'est... Non, c'est pas ça. Dessiner. Donc ici, c'est P4 et ici, c'est P5. Donc, je vais écrire, dessiner. Je peux l'écrire en texte. P4. Et ici, P5. Donc, voilà, on a P1 de 0 jusqu'à 2, etc. Donc, la deuxième partie de la question, donc ça, c'est l'ordre de service. Donc, l'ordre de service, il y a P1, P2, P3, P4, P5. Le temps de réponse moyen. Le temps de réponse moyen. Donc, je vais l'écrire ici. Temps de réponse moyen. Là, c'est
c'est la somme de temps de réponse divisé par le nombre. C'est 1 sur 5 qui est multiplié. Le temps de réponse de P1, c'est 2 moins 0. C'est 2. Plus le temps de réponse de P2, c'est 8 moins 0. Plus le temps de réponse de P3, c'est 18 moins 0. Plus le temps de réponse de P4, c'est 22 moins 0. Plus le temps de réponse de P5, c'est 34 moins 0. Et donc, qui est égal? Le calcul fait, si je fais le calcul, est égal à 84 sur 5, à peu près 17 unités. 85 divisé par 5 est égal presque à 17 unités processeur. On n'a pas spécifié les unités ici. Est-ce qu'il s'agit des secondes, des millisecondes, etc. Donc, mais ça peut être 10 heures. Ça peut être un processus, il a besoin de 2 heures. Et donc, l'unité. Donc, l'unité, on n'a pas spécifié. Donc, voilà le temps de... D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu la question A. Donc, la question B, plus court d'abord. Plus court d'abord. Donc, je vais essayer de voir, est-ce que j'ai effacé tout ceci. Je vais le retaper. B, plus court d'abord, ou bien en français, en anglais, shirts, job first, ça c'est en anglais, ou plus court d'abord, donc, etc. Donc, ça c'est, il y a quelqu'un qui a SGB, ordre de service, P1, je veux voir. On aura, donc dans la série, je retourne à la série, on aura P1, P4, P6, P2, P3, P5. Très bien. Très bien. L'ordre de P1, P4, P2. Donc, je veux l'ordre de service. Et d'accord, on va commencer par P1. Donc, P1, puis P4. Donc, je veux essayer, je veux tracer. Donc, on a. On a P1, puis on aura P4, puis on aura P2, il a besoin de 6. Donc, je veux dessiner AD2. Donc, on a ici, je veux la réécrire. Donc, ici, 6, 8, 10, 12. Celui qui a besoin de 6, elle va être, puis on a besoin de celui qui a 10, 14, 16, 18, 20, 22. Donc, c'est ici 22. Et celui qui a besoin de 2, soit ici. Donc, je vais essayer de tracer donc,
Tu as le 22. Et l'autre de 22 jusqu'à... Donc, le P1, ça doit être... Non, il faut que je dessine. Donc, je fais ceci. Donc, on aura dessiné. Donc, ça, c'est P4. Et ça, c'est P2. Et ça, c'est P3. Et enfin, P5. Donc, pour le temps de réponse, le temps de réponse, c'est 1 sur 5. On a le premier, donc c'est 2. Le deuxième, ça doit être 6. Le troisième, c'est 12. L'autre, c'est 22 et c'est 34. Donc, si je fais la somme, j'aurai 76 sur 5, c'est à peu près 15. 60, donc c'est 77 sur 5, c'est à peu près 15. Donc, voilà le temps de réponse moyen pour le deuxième. Le troisième, quel sera l'ordre? Donc, le troisième, donc, c'est priorité fixe. On commence par le plus prioritaire jusqu'au moins prioritaire. Oui? SGF, Shirts Job First. En anglais, Shirts Job First et pas SGB. SGB, j'ai le système de gestion base SGBD. Donc, SGBD, pas ça. C'est Shortest Job First. Pour la priorité, on aura P5, P1, P3, P2. Donc, voilà, très bien. Donc, je vais essayer de prendre ceci. L'ordre de service. Voilà l'ordre de service donné par votre collègue. Donc c'est ordonnanceur, ordonnancement avec priorité fixe. L'ordre de service هو هذا. علاش هادشي دونك خص هادشي يطلع هادشي خص واحد يكون ارتيست. Donc l'ordre donné par votre camarade c'est P5, P1, P3, P2, P4. P5, P1, P3, P2 et P4 c'est le dernier. P4 c'est le dernier. Donc je vais essayer d'effacer tout ceci. La gomme, efface-moi ça, efface-moi ça. Efface-moi ça. Et donc, je vais essayer de voir. Donc, P5, il a besoin de 12. Je trace 12. Donc, ça, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, ça, c'est 12. P5. P1, il a besoin de 2. P3, il a besoin de 6. P3. P3, il a besoin de 3, de 10 plutôt. Il a besoin de 10. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est 10. Puis, P2, il a besoin de 6. 6. Donc c'est 3 créneaux.
Et il nous reste deux créneaux. Deux créneaux. Donc le dernier, c'est des créneaux. Donc je vais écrire supprime, je vais écrire par le texte. On a le temps d'écrire, donc ça c'est P5. On a P1, on a P3, on a P2, enfin on a P4. On va essayer de calculer le temps de réponse moyen. Donc je vais écrire ici, donc ici on a dit que c'est 12. Et après, il y a 14. On va 10, ça doit être 24. 24. Après 6, ça doit être 30. Et après 4, ça doit être 34. Le dernier, c'est 34. Donc, le temps de réponse moyen, 1 sur 5, on aura 12 plus 14 plus 24 plus 30 plus 34 est égal. Je vais essayer de voir le calcul donc avec priorité. 114 sur 5, ça veut dire à peu près 22. 114. « 22 unités. D'accord? Et le dernier, c'est avec quantum. Tourniquet avec un quantum de temps égal à 2 unités. Donc ça doit être quelque chose de fantastique, donc de plus intéressant. Donc, ordonnanceur tourniquet circulaire, un quantum de 2. P1, non. Donc, non, ce n'est pas ça. Allez, donnez-moi l'ordre d'exécution du processus avec le quantum. Avec un quantum de 2. Avec un quantum de 2. Ordonnance, donc, l'ordre d'arrivée. L'ordre d'arrivée, c'est P1, P2, P3, P4, P5. Il est donné dans la deuxième colonne. P1, P2, P3, P4, P5, P2, très bien. Donc voilà quelqu'un qui est donc Arwi Ilham, donc c'est bien. Donc pourquoi monsieur, car on donne 2 unités à chaque. Non, ce n'est pas 2 unités, on donne, oui, c'est le quantum, c'est 2 unités, on donne à chaque processus 2 unités, mais pas la circulaire. Donc, le processus, il va passer beaucoup de fois s'il n'est pas terminé. S'il termine, donc, il y a une file d'attente. Il y a une file d'attente, d'accord? On va essayer de répondre ensemble. D'accord? Donc, on va essayer de. Donc, هذا راه ماشي بعدا هذا راه ماشي بي راه سي non ce n'est pas ça donc celui-là c'est donc je m'excuse c'est C l'ordonnancement avec priorité c'est C maintenant donc on va dire D ordonnancement tourniquet avec quantum est égal à 2 unités. Donc, l'ordre de service, on va من بعد غادي نرجعوا لهذا ونعمروه.
Donc, j'efface ceci. Donc, je peux effacer ça aussi. Donc, je peux écrire. Ici, c'est 2. Ici, c'est 4. Ici, c'est 6. Ici, c'est 8. Ici, c'est 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. Et 34. Donc voilà l'axe de temps. Supposons 2, 4. Donc on a l'ordre d'arrivée, c'est P1. Donc on commence par P1. Le premier créneau, donc le quantum, le 2 unités, ça doit être P1. Le suivant, ça doit être P2. Après, ça doit être P3. L'ordre d'arrivée, donc l'ordre de service. Ah, donc le temps de réponse moyenne est égal à 61. Oh mon Dieu, c'est trop. Donc, on a P1, P2, P3, P4, P5, il s'exécute. Puis, est-ce que P1 va revenir? La file d'attente, la file d'attente. Non. Donc, il a besoin de 2 unités. Il a consommé les 2 unités. Il se termine. Donc, P1 ne va pas revenir. Pour P2, est-ce qu'il a besoin de revenir? P2. P2, lui, il a besoin de 6. Il a passé une fois, il a consommé 2. Lorsqu'il va revenir, il va consommer encore 2. Donc, je veux essayer d'effacer ceci. Je veux revenir pour. Donc, je vais écrire par le texte. Donc, P1. Le deuxième créneau, P2. Le troisième créneau, P3. Le quatrième créneau, P4. Le cinquième créneau, le P5. Donc, pour P1, il a besoin de 2, il a consommé 2, il se termine. Pour P2, il a besoin au début de 6, il s'est exécuté 2, il lui reste 4. Donc, il va revenir. P2. P3. P4 et P5. D'accord, ok. Donc, le temps de réponse moyen a été rectifié. Donc, voilà. Le P1, il s'est terminé. P2, il lui reste 4. Il a retourné une deuxième fois. P3, il a besoin de 10. Il va revenir même d'autres fois. P4, il a besoin seulement de 4. Il s'est exécuté. Donc, je veux mettre... donc, ici, pour dire qu'il a besoin seulement d'une seule fois, je mets un point.
pour celui-là, il s'est exécuté une seule fois et il s'est terminé. D'accord? Celui-là, il s'est exécuté une fois, une deuxième fois, P4, il s'est exécuté une deuxième fois et c'est terminé. Je le signale pour savoir quelle est la date où il se termine. P5. Donc, lorsque je reviens une deuxième fois, P2, elle va s'exécuter parce que elle va se terminer. P2, on a dit que P2, il a besoin de 6, il se termine. P3, elle va revenir. Donc, voilà, j'ai oublié de le mettre en majuscule, mais vous êtes un petit. Donc, voilà, je vais mettre en majuscule. Voilà, P3, ça c'est P et 4. P4, donc P2, P3, P4, elle s'est terminée, elle ne revient pas. Donc, il y aura P5. P1, P2 et P4 sont terminés. Donc, la prochaine fois, il y aura P3, P5. P3, il a passé 1, 2, 3 et 4. Donc, il va revenir une autre fois. P3, il se termine. Je mets un point. P5. Et bien sûr, P5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord? Donc, l'ordre de service, c'est celui-là. L'ordre de service, P1, donc je veux P1, P2, P3, P4, donc vous pouvez continuer à donner à chacun des processus un quantum. Un processus, lorsqu'il se termine, il ne revient pas de la file d'attente des processus. Là, la file d'attente, donc au fur et à mesure, toujours, on doit voir qu'est-ce qu'il y a à la tête de la file d'attente. C'est une file d'attente circulaire. Donc, pour le temps de réponse moyen, on a toujours le premier, il se termine à 2. Le P2, il se termine quand? À 18. Le P3, il se termine à 30. Le P4, il se termine à quand? Après la 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 16. Et le dernier, c'est à 34. Si je fais le calcul, les étudiants, ils ont déjà fait le calcul, ils ont trouvé presque 102 sur 5. 102 sur 5, c'est presque égal à 20 unités. Donc, vous voyez que 20 unités, celui qui donne le temps de réponse moyen, c'est le short, first. Donc, avec priorité, il a donné 22, avec bien sûr l'autre. Donc, avec le tourniquet 20, avec la priorité 22, avec le plus 15 et bien sûr le premier, donc c'est 17. Donc, le meilleur, lorsqu'on parle de temps de réponse de moyen, c'est le first job, mais celui-là, il donne la possibilité, donc le tourniquet, il donne la possibilité à tous les processus de s'exécuter. D'accord? Donc, si je veux, par exemple, utiliser les flèches pour que l'ordre de service soit comme il fallait, donc je peux utiliser les flèches. Donc les P1 ne sont
CTRL Z. Donc, je le laisse comme ça, puisque donc, il ne veut pas donc, il ne veut pas, donc voilà, m'afficher quelque chose que j'avais mis en press paper, donc ce n'est pas la peine. Donc, l'essentiel, c'est que on a répondu à la question. Oui, y a-t-il des questions? Monsieur, si deux processus sont prêts, l'un est plus prioritaire que l'autre, mais celui qui est moins prioritaire est plus court. Ça dépend, si utilise l'ordonnanceur plus court, il va utiliser le plus court. Même si, donc lorsqu'on met la politique d'ordonnancement avec priorité, on utilise la priorité. Lorsqu'on utilise le temps d'exécution, on ne peut pas les mélanger, d'accord? On va utiliser l'un ou l'autre. On ne va pas utiliser les deux. Mohamed Aïtouda, monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que tu n'as pas compris, c'est Mohamed? Donc voilà, pour le calcul, donc je veux pour le calcul de temps de réponse moyen. Donc ici, donc on a dit que j'utilise donc le temps de réponse moyen est égal ou bien donc le temps de réponse moyen est égal à 1 divisé par n qui multiplie la sommation. Est-ce qu'on peut la sommation, je veux l'écrire. C'est quoi ça? Je ne sais pas quoi que ça soit, donc je vais dessiner à la main d'elle. Donc c'est la sommation de i est égale à 1 jusqu'à n. De quoi? Qu'un divisé le temps final du processus est moins le temps initial du processus est. كنجمعهم وكنقسمهم على لو نمبر. شنو هو لو طون فينال؟ سي لا ويل s'arrête. الى عقلتي دونك راه celui-là il va s'arrêter ici. Donc le temps final de P4 c'est 16. Pour P4 c'est 16. هو هذا. Le temps initial de lui il est semé depuis 0. Donc si T final moins T0, 16 moins 0 ça veut dire 16. 34 P5, donc il s'est terminé à 34, P5, il a été semé à partir de 34 moins 0, c'est 34. Pour le P3, il s'est terminé à 30. Et donc, pour P2, il s'est terminé à 20, je crois, c'est à 18. À 18, 22. Donc là, c'est celui-là qui est à 18, ou l'autre va être à 22. Il y a quelque chose que je dois vérifier. 2 plus 16 plus 20 plus 30 plus 34. 2 plus 20. 2 plus 16 plus 2 plus 16 plus 20 plus 30 plus 34. Donc, il y avait une erreur, donc je veux la rectifier. Donc 2, 16, et 18, 20. Plus 30 plus 34. Oui, c'est ça, c'est 16 au lieu de 18. Donc, la bonne réponse, c'est que qu'il y a 2
مع 16, مع 20, مع 30, مع 34, et ça nous donne 102 sur 5 ici exactement. Donc voilà comment on calcule le temps de réponse moyen. On somme, on les somme. La somme هي هذه. On les divise sur le nombre de processus. On a 5 processus, P1, P2, P3, P3, et ça nous donne le temps de réponse moyen. D'accord? Apparemment, il est combien? Il est 16h36. Est-ce qu'on passe à l'exercice suivant ou bien on s'arrête ici? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? On s'arrête. On s'arrête. J'arrête le partage. J'arrête l'enregistrement.